Matching the words, step by step. Every moment we hear instinct, no rest from the small towns to the bright lights. Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue pour ce webinaire sur la facture électronique. Alors très rapidement aujourd'hui, donc autour du micro Thierry Leblond, donc moi je suis associé au sein de Auckland Consulting. Auckland Consulting plutôt la dimension paiement encaissement pour aujourd'hui. Et Hervé avec moi. Voilà, et Hervé Postic, donc moi je suis conseil pour Utsit et Auckland et accessoirement trésorier du Forum national de la facture électronique. Et un petit mot. Pardon? Non, j'allais rebondir Thierry, Hervé, merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui et j'allais te laisser introduire Auckland peut-être pour que tout le monde ait en tête qui est le cabinet. Oui, donc rapidement, Auckland et Utsit, donc deux cabinets cousins qui travaillent ensemble sur le paiement et la gestion de trésorerie sous différents aspects. Et, on va pas mal parler aujourd'hui de virements, prélèvements, de transferts internationaux, mais on a aussi dans nos compétences donc, tout ce qui est Treasury Management System, la facture électronique qui nous réunit aujourd'hui. Et puis, côté Auckland, on est beaucoup sur les cours de paiement, d'encaissement, les usines de paiement, la dimension conformité réglementaire, la cybersécurité liée au paiement, que ce soit PCI DSS pour les cartes ou SWIFT CSP pour les prélèvements, notre veille sectorielle et notre académie de formation. Voilà, donc Pay in, pay out, matching the world, c'est le métier d'Auckland et d'Utsit. Donc on est ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième webinaire de l'année. Un premier a eu lieu sur l'instant payment, un deuxième sur Dora. La session d'aujourd'hui est enregistrée. Vous recevrez après dans la journée le lien et le support. Et Chloé, qui intervenait à l'instant, est à l'écoute de vos questions sur le chat pour pouvoir nous les relayer au fur et à mesure. Voilà, donc au sommaire d'aujourd'hui, Hervé. Eh bien, donc, un sujet qui n'est pas forcément très connu, en fait, et qui a deux aspects principaux, un aspect fiscal que nous n'allons absolument pas aborder, et un aspect d'EDI, c'est comme ça que je l'appelle en tout cas, un aspect donc d'échange de factures et de données avec les autorités fiscales. Et c'est ce sujet que nous allons aborder de manière à introduire la partie qui nous intéresse finalement le plus, c'est quels sont les liens avec notre monde des paiements. Alors, forcément, vous allez voir, on a fait un choix simple, qui est de dire que le sujet étant très vaste et très complexe, et notamment les intervenants pourront être très nombreux dans la facture, on a décidé de choisir quelque chose d'assez simple. On a un acheteur, un vendeur, et ce qui permet de simplifier quand même beaucoup les explications pour des gens dont le métier n'est pas le traitement de la facture, avec tous ces multiples intervenants et ces différentes formes de relations avec la DGFiP. Quand on est par exemple un assujetti unique pour de nombreuses entreprises, on ne traite pas du tout par exemple ce cas-là. Voilà. Alors Hervé, concrètement, la facture, c'est quoi une facture électronique? Alors, qu'est-ce qu'une facture électronique? On va commencer peut-être par rappeler ce qu'est une facture, parce que je crois que c'est assez important. Une facture, c'est 3 niveaux. Un premier niveau qui est le plus connu finalement, qui est le fait de matérialiser une créance. Ouais. Et donc, je vous ai livré des biens ou des services. Vous devez, en contrepartie, me payer. Pour savoir combien vous devez me payer, eh bien, je vous donne le détail de ce que je vous ai livré et comme ça, vous allez pouvoir me régler. Donc ça, c'est l'aspect commercial, comptable. C'est un objet juridique et fiscal, donc on ne met pas n'importe quoi dans une facture et on est contraint même de mettre un certain nombre de données qui sont obligatoires. Donc tout ça, c'est défini à la fois par le Code général des impôts et par le Code du commerce. Et donc les deux cumulés nous donnent l'objet juridique et fiscal qui permet essentiellement, évidemment, la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée.
un impôt bien connu que nous avons inventé en France. C'est un peu notre spécialité d'inventer les impôts. Donc celui-là a été inventé en France et on peut féliciter donc les inventeurs de cet impôt qui nous permet d'avoir la facture électronique, puisque finalement c'est grâce à ça qu'on va enfin pouvoir s'échanger des factures de manière électronique. Et la troisième niveau, c'est que c'est un objet de communication et toutes les factures que nous recevons, nous aimons bien qu'elles soient lisibles et qu'en plus, le vendeur soit identifié avec son beau logo, etc. Voilà. Donc c'est 3 niveaux. Parfois, on met un petit discours à la fin pour dire notre nouveau produit, etc. Non. Voilà, ça c'est tout ce qu'on trouve dans une facture. La facture électronique, c'est pas du tout un sujet qui est nouveau. Pour ceux qui sont familiers avec l'EDI, on a démarré dans les années 80 et dans une logique qui était tout à fait de coin à coin. Enfin, pardon, à 2 coins et de point à point. Point à point. Pardon. Et donc, Bilatéral. bilatéral, point à point. Donc ça nous a occupé disons, les 20 premières années. Ensuite, on a eu 10-15 ans, donc au début des années 2000, où il y a une nouvelle croyance qui est apparue, qui est donc ce que j'ai appelé le temps des plateformes. Une nouvelle croyance qui était que tous les clients viendraient sur leur plateforme de leur marchand chercher leurs factures et tous les acheteurs convaincraient leurs fournisseurs de venir déposer leurs factures sur leur plateforme. On voit bien que dans ces deux assertions, il y a forcément un conflit. Et donc, voilà. Et donc ce temps des plateformes n'a rien donné, pour être un peu rapide. Et en revanche, a convaincu la Commission européenne en 2008 qu'il fallait réfléchir à autre chose. Et donc la Commission européenne a financé un projet qui s'appelle PayPal, dont nous allons parler longuement. Alors je le dis tout de suite parce que j'ai fait un jour une présentation en anglais, j'ai parlé de PayPal, et au bout d'un moment, quelqu'un m'a dit, mais PayPal ou PayPal? Donc c'est bien PayPal et non pas PayPal. Voilà. Et donc la Commission européenne a financé PayPal, dont le but était de créer un schème ou un scheme, tiré du scheme, moi je dis schème, d'interopérabilité entre des plateformes. Donc on conserve les plateformes, mais simplement on fait en sorte qu'elles aient des standards pour pouvoir communiquer entre elles. Et là, on est en train de basculer dans ce temps d'un point de vue vraiment opérationnel et de généralisation, avec un 5e coin qui se rajoute, qui est l'autorité fiscale propre à chacun des États dans lesquels les factures sont échangées ou en tout cas émises. Voilà un peu un rapide résumé de l'histoire de la facture électronique. Alors maintenant, si on regarde qu'est-ce qu'une facture électronique, il faut quand même en donner une définition. C'est une définition qui est légale, donc j'insiste un peu. Jusqu'à peu, on disait qu'une facture électronique, c'était un PDF envoyé par email. Légalement, une facture électronique n'est pas un PDF envoyé par email, mais c'est une facture qui a été créée, transmise, reçue et archivée sous une forme électronique et qui respecte des standards, en l'occurrence européens, puisque la définition est européenne. Et en France, on a choisi une définition tout à fait européenne. Voilà, donc ces standards qui permettent à la fois de présenter le contenu de la facture, de le traiter avec des données, et puis des standards qui permettent de l'échanger. Donc ça nous donne 2 familles de standards. Une famille qui permet d'avoir un fichier de données structuré. Donc ça ne s'appelle pas ISO 20022, mais ça s'appelle EN 16931. Finalement, c'est assez comparable. Et puis un réseau d'interopérabilité qui s'appelle PayPal. Et vous allez voir que je vais marteler ce nom tout au long de la présentation. Ok, donc on voit, ça date pas d'hier, la facture, ça a quasiment toujours existé, mais quand on écoute de loin les news, on a l'impression qu'il y a déjà des choses qui sont obligatoires avec l'État, il y a des choses qui sont prévues pour les entreprises, ça décale. Est-ce que c'est vraiment le moment de s'y préparer? Il y a urgence ou on peut y aller tranquillement? Alors, il y a urgence, j'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est maintenant. Voilà. Donc, c'est maintenant. Et pourquoi c'est maintenant? Parce que, en France en tout cas, donc on a eu un premier essai, un premier galop d'essai, disons, avec la première loi Macron en 2015, qui finalement on n'a jamais eu de décret d'application. En revanche, dans le même temps, on a déployé la facture électronique
pour les acheteurs pour les fournisseurs de la sphère publique. Et donc, tous les fournisseurs de la sphère publique ont été contraints de déposer leur plateforme sur leur facture sur une plateforme, dans le modèle des plateformes. Donc, un client qui demande à tous ses fournisseurs de venir déposer leur facture. Et donc, ça s'appelle Chorus Pro. Et on a une mauvaise idée aujourd'hui parce que le système proposé par la DGFiP a beaucoup évolué. Et donc, on a un peu une mauvaise idée en disant la facture électronique en France, c'est Chorus Pro. Je pense que oui, c'est pas une bonne idée. Voilà. Parce que la facture en France, ça n'est pas Chorus Pro. Et Chorus Pro devient une plateforme parmi d'autres, interopérable à travers PayPal. Et donc, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Voilà. Alors, le schéma est assez simple. Donc, on se rappelle notre schéma à 5 points tout à l'heure. Là, on voit bien le rôle de la DGFiP, qui est à gauche sur la diapo, qui consiste à concentrer les données fiscales et à gérer un annuaire, qui est quand même assez important, un annuaire des assujettis. Mais comme on est dans un schéma d'interopérabilité mondiale qui s'appelle PayPal, à ce moment-là, on a bien un annuaire PayPal, évidemment. Et donc, on a une coordination, disons, entre ces deux annuaires qui fait que pour pouvoir traiter les questions de la TVA, il faut être absolument dans l'annuaire de la DGFiP, mais pour pouvoir échanger des factures, il faut être dans l'annuaire PayPal. Et donc, ces deux annuaires sont en partie communs. Donc, on a une intersection assez forte. Plus exactement, l'annuaire de la DGFiP est un sous-ensemble de l'annuaire PayPal. Voilà pour ce schéma. Alors, si on reprend les dates un petit peu donc, de la facture électronique, si on peut passer à la diapo suivante. Elle ne passe pas. Voilà. Donc, les dates, on en parlait. Donc, dès maintenant, on peut échanger des factures. Volksgroup, donc la maison mère de Auckland et Utrecht, a envoyé la première facture dans le nouveau schéma, donc dès début juillet 2025. Nous avons beaucoup aimé faire ça. Et donc, toutes les entreprises de France devront pouvoir recevoir des factures le 1er septembre 2026. Et les grandes devront les envoyer le 1er septembre 2026 et les plus petites le 1er septembre 2027. Ça, c'est pour la France. Puis on a une deuxième partie sur cette diapo qui est importante, qui est le calendrier européen, qui est défini par une directive européenne du 11 mars 2025 qui s'appelle VAT in the Digital Age, VIDA. Et donc, comme disait Coldplay, viva la vida. Et donc, cette directive, pour faire court, c'est pas tout à fait exact, mais pour faire court, transpose le modèle français à l'échelle européenne entre 2028 et 2035. Ce qui nous donne des flux d'informations. Alors, ça nous donne des flux d'informations, oui, et peut-être vous aurez entendu parler de e-invoicing et de e-reporting. Et donc, en fait, on a deux types de moyens, si vous voulez, de déclarer les informations liées à la TVA, soit au fil de l'eau, en captant ce qui est dans les factures, et ça c'est pour toutes les factures échangées entre assujettis en France, soit par collecte d'informations et transmission à la DGFiP d'informations pour les factures qui ne sont pas échangées entre assujettis en France et pour les factures de type B2C. Et ça, on appelle ça le e-reporting. Donc voilà. Donc on a finalement un mode au fil de l'eau, extraction de données de la facture, ce qu'on appelle le invoicing, et le e-reporting pour les factures internationales, les factures B2C, et on a un troisième e-reporting qui est le e-reporting de paiement. Et quand on encaisse donc une facturation de service et que qu'on a choisi la TVA sur les encaissements, eh ben, on doit déclarer à la DGFiP qu'on a bien reçu l'encaissement, puisque c'est ça qui déclenche la collecte de la TVA. Et sur le e-reporting, une petite différence entre le B2B et le B2C. En B2B, on est facture par facture, alors qu'en B2C, on est sur du cumulé fin de journée. Exactement. On est du cumulé, voilà, exactement, fin de journée, puis avec d'autres cycles de déclaration qui peuvent être décadaires ou mensuels. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais voilà. Ok, donc
tout ça pour dire, OK, donc il y a pas mal de choses à faire. C'est quand même des changements qui sont pas neutres pour les assujettis et pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme bénéfice de cette mise en œuvre de la déclaration de TVA et de la facture électronique? Alors, les bénéfices sont partagés hein, entre l'administration, mais en l'occurrence, quand on dit l'administration, c'est entre les finances de la nation, ce serait plus juste, et entre les entreprises, enfin voilà, entre les finances de la nation et les entreprises. Donc, ce que recherchent les administrations de manière générale, et c'est vrai en particulier en France, hein, c'est premièrement de lutter contre la fraude à la TVA sous toutes ses formes. On ne va pas détailler les formes de fraude à la TVA, mais on sait tous que c'est un sport quand même assez répandu. Voilà. Donc, on estime que la TVA représente 38% des recettes fiscales de l'État, en tout cas en France, et on estime qu'il y a une part non négligeable de ces recettes qui ne sont pas collectées à cause de la fraude. Donc, tout le monde n'est pas d'accord avec les chiffres, donc je ne vais pas vous les citer, mais une part non négligeable. La deuxième, disons le deuxième bénéfice recherché, c'est l'accélération évidemment, et donc l'accélération de la collecte. Donc la lutte contre la fraude, l'accélération de la collecte et donc de l'encaissement de la TVA. Et le troisième bénéfice, c'est la connaissance de l'activité économique. Donc l'INSEE et la DGFiP, qui sont friands de données, vont être absolument ravis de savoir que maintenant on va avoir tout un tas de données que l'on va pouvoir utiliser. J'en reparlerai après quand on évoquera la question des délais de paiement. Alors pour les entreprises, il y a ce que la DGFiP attend pour les entreprises, et puis je pense que les trésoriers attendent. Alors moi j'aime bien les trésoriers évidemment. Donc ce que la DGFiP attend pour les entreprises, c'est toujours, et ça vous amusera beaucoup de voir les trois mots que j'ai mis, compétitivité, productivité, simplification. Donc vous savez que quand l'État parle de simplification, on a intérêt quand même à s'armer, voilà, parce que généralement, c'est pas exactement le cas. Mais en l'occurrence, pour compétitivité et productivité, même si je pense que c'est un peu synonyme, c'est le cas. Et la productivité de manière évidente, la productivité de traitement d'une facture électronique, une fois que le système sera bien en place, enfin le temps de traitement et l'effort nécessaire pour traiter une facture électronique, avec des données bien structurées, va être bien moindre et on va avoir possiblement une grande automatisation de beaucoup de traitements de factures. Maintenant, pour les trésoriers, qu'est-ce que ça veut dire avoir une bien meilleure connaissance du contenu des factures immédiatement, avant même qu'elles soient finalement traitées? Pour le trésorier, la première chose, c'est évidemment le BFR. La deuxième chose, ce sont ses prévisions, et les deux d'ailleurs vont un peu ensemble. La réconciliation, et de manière évidente, plus on a des données structurées, plus on va pouvoir imaginer comment on réconcilie les paiements et les factures, et on en reparlera un petit peu plus tard. Et le financement, et là il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui est que la facture va devenir un objet de plus en plus fiable, étant donné que la facture va être, si j'ose dire, tamponnée, donc authentifiée. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, les données importantes sont authentifiées par la DGFiP, ce qui fait que pour le financeur, l'effort de Know Your Customer et de Know Your Transaction, etc., est moindre. Et donc, on peut penser qu'on va avoir une capacité de financement via les factures, aussi bien des fournisseurs et des clients, qui va s'accroître grâce à la fois à la plus grande rapidité de traitement des factures et, d'autre part, au contenu de la facture. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, vous verrez. Je vous parlerai d'une proposition de loi très intéressante. Alors, je vous ai mis cette diapo pour résumer, mais on peut la passer. Ok, donc là on a pas mal parlé de la France. Tu nous as dit VIDA, c'est l'Europe. Que font les autres? En deux mots, hein, et je ne vais pas faire un tour d'Europe exhaustif. Je vais juste vous parler de trois pays qui sont voisins et que nous aimons bien. Donc, d'abord l'Italie, qui est connue comme étant l'un des premiers pays, et en tout cas, disons le premier en Europe, à avoir déployé la facture électronique.
et qui nous intéresse parce que l'Italie a choisi un mode que nous ne souhaitons pas adopter en France et qui ne correspond pas au mode finalement choisi par Vida, qui consiste à avoir une plateforme centralisée où toutes les factures passent, ce qui n'est pas le système que nous avons choisi. Et en plus, les formats choisis et les modes d'échange choisis ne sont pas conformes au modèle qui est pan-européen. Et donc l'Italie devra Pour devoir. petit à petit basculer vers le modèle pan-européen. La Belgique qui démarre le 1er janvier, hein, donc il y a en gros, disons, 1 million d'entreprises en Belgique, il y en a déjà 900 000 enregistrées dans l'annuaire PayPal, ce qui veut dire que globalement, toutes les entreprises belges se sont petit à petit enregistrées et donc sont prêtes à faire les échanges. Et ce qui est intéressant dans la Belgique, c'est que la Belgique a choisi PayPal de manière un peu, disons, complète et sans chercher à aller faire des spécificités. Et donc, la Belgique utilise le réseau PayPal pour les échanges, mais aussi, d'un point de vue des formats, les formats PayPal, avec les petites spécificités dont on a besoin pour gérer la TVA dans un pays donné. Et l'Allemagne qui nous intéresse parce que c'est un modèle qui ressemble un peu à la France, avec un démarrage en 2027, un modèle d'échange PayPal, des formats européens comme nous, et un format dont nous allons reparler un peu plus tard, qui est un format franco-allemand, et donc qui s'appelle Zugfair en allemand et Facturix en français, et nous en reparlerons un peu plus tard. Voilà. Donc je vous ai mis le site de la Commission européenne où vous pouvez trouver l'état d'avancement de l'ensemble des pays européens. On sent bien que le sujet des formats, des streams, des échanges, c'est quelque chose qui est très structurant. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là, à l'oreille des trésoriers? Alors, qui est très structurant, et puis on ne se refait pas. Quand on a passé sa vie à parler de schèmes, d'interopérabilité et de standards, forcément, quand on regarde un problème, on essaye de voir si on ne peut pas l'aborder par ce point-là. Donc PayPal, je vous en ai parlé, je vais vous en parler un tout petit peu plus. Je vous ai dit qu'il avait été créé en 2008 par la Commission européenne sur la base d'un prototype. Ensuite, c'est devenu une association internationale de droit belge avec un jeu de standards qui s'appelle PayPal-BIS, et puis donc des répertoires, donc l'annuaire des utilisateurs et l'annuaire des plateformes qui sont certifiées comme pouvant échanger par PayPal. Ce qui est intéressant dans l'organisation de PayPal, c'est chaque pays qui décide d'utiliser PayPal comme schème d'interopérabilité peut, et souvent le fait, créer son autorité PayPal locale. Donc on a ça en Belgique, on a ça en France et on a ça en Australie. On aura l'occasion d'en reparler. À titre d'exemple, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a plus d'une vingtaine dans le monde maintenant d'autorités locales. Et donc le rôle par exemple de la DGPIP en France, qui est l'autorité PayPal depuis 2018, c'est depuis juillet 2025. Donc le rôle de la DGFiP comme autorité PayPal, c'est de faire en sorte que les formats français soient possibles dans PayPal, et ce sont des formats qui sont très proches, donc, mais que les spécificités dont on a besoin en France soient bien définies dans le cadre de PayPal, et puis que la synchronisation des annuaires dont on a parlé tout à l'heure soit bien faite. Et pour faire court, voilà le rôle de l'autorité PayPal. Les formats d'échange, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais pour faire court, on a deux organisations qui s'intéressent au format de messages de commerce. Quand je dis commerce, c'est catalogue, commande, facture, bon de livraison, etc. Donc on a deux organisations. Une qui est une filiale des Nations Unies qui s'appelle UNCFACT et qui avait édité les messages EDIFACT. Et donc aujourd'hui, le message que l'on utilise s'appelle C2I ou Cross Industry Invoice. Voilà. Et puis l'UBL, qui est fait par Oasis, et donc qui était pareil, un
une syntaxe qui permet d'exprimer tous les différents formats que l'on utilise. Alors, ces deux familles utilisent le même modèle de données, et le modèle de données, pour le coup, il est défini par la Commission européenne, et qui dit, voilà le modèle des données de la facture en Europe. Donc, ce modèle s'appelle EN 16931. Donc, c'est ce qu'on appelle pour les amateurs le modèle sémantique, et les deux autres étant des syntaxes. Et une troisième syntaxe que je vous ai citée ici, qui est Facturix, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est donc franco-allemand, et qui nous permet d'avoir un lisible et un fichier de données dans le même contenu. Donc, quand vous ouvrez une Facturix, et avec Acrobat, vous avez un onglet avec un trombone, et dans le trombone, vous allez voir, vous avez un fichier XML, et pour ceux qui aiment le fichier XML, vous allez voir, il est magnifique. Alors, une fois qu'on a tout ça, on va avoir des factures, on va recevoir des factures, et ces factures, il faut les payer. Alors, qu'est-ce que ça va changer, le fait d'avoir des factures électroniques dans l'organisation du paiement? Alors, on voit plusieurs niveaux qui nous intéressent, hein. Alors, d'abord, la première idée, et on vous a fait un petit dessin qui l'exprime, c'est qu'on est dans deux mondes, qui fonctionnent de la même manière et qui sont tout à fait parallèles, et donc qui vont pouvoir se parler probablement assez facilement parce qu'on manipule le même type de concepts et de données. Donc, que l'on soit dans le monde des paiements, à droite de la diapositive, ou dans le monde de la facture et des échanges commerciaux, à gauche de la diapositive. Donc, une facture, elle a vocation à être payée. C'est beau ça, non? Et un paiement est très souvent lié à une facture. Donc, une fois qu'on a dit ça, on voit que les deux parties ont intérêt à pouvoir être réconciliées facilement. Et on a plusieurs domaines dans lesquels on va essayer de travailler. Donc, la première idée, c'est la manière dont travaillent l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, on vous a pris cet exemple parce qu'ils ont un petit temps d'avance sur nous, hein, ils ont démarré en 2019. Et donc, l'équivalent de la DGFiP, qui s'appelle l'Australian Tax Authority, et qui est l'autorité PayPal pour les deux pays transtasmaniens, que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est l'ATO qui dialogue avec une association qui s'appelle Australian Payment Plus, et qui est un peu l'équivalent de l'EPC au niveau Australie et Nouvelle-Zélande. Et donc là, ils ont commencé à prendre toutes les méthodes de paiement et à dire, voilà, si je veux être réglé par telle méthode de paiement, voilà comment je dois inscrire dans ma facture ce que je souhaite comme méthode de paiement et quelles sont les données dont j'ai besoin pour que la méthode de paiement soit applicable pour cette facture. Donc là, on est dans un monde, un paiement, une facture, mais on voit bien que ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est la manière dont on travaille collectivement. Donc on a pris contact au forum de la facture électronique, on a pris contact avec l'ATO et Australian Payment Plus, de manière à essayer de passer à l'étape suivante, sur laquelle on avait commencé en parallèle à travailler avec Swift, qui est de dire, pour les grandes entreprises, on a très souvent un paiement qui ne correspond pas uniquement à une facture, mais qui correspond à plusieurs factures, plus des avoirs, plus des déductions, plus tout un tas de choses, des remises, etc. Et donc, comment peut-on essayer de traiter ce cas-là? Et donc, le travail que l'on fait avec Swift et le Forum national de la facture électronique consiste à essayer de construire un message PayPal de Remittance Advice, donc, qui est l'équivalent de l'avis de paiement que toutes les entreprises envoient aujourd'hui par email ou par papier, en disant voilà tout ce que je vous ai payé. Bah, l'idée, c'est de prendre ce document, d'en faire un message XML, donc, et de le transmettre à travers PayPal, et simplement d'utiliser
balise Related Remittance Information pour, dans le paiement, faire référence à ce document électronique qui pourrait donc être traité par les ERP, qui permet de dire, ben voilà, toutes ces factures vont être payées dans tel paiement, et quand le paiement arrive, il suffit de dire, OK, tel paiement est bien arrivé, et il correspond donc à tout ce lot qu'on avait déjà identifié grâce à ce message de Remittance Information. Voilà, donc ça c'est un travail qu'on a démarré, et on voit bien que ça va prendre un peu de temps, hein, parce qu'il s'agit de créer un nouveau message, enfin plus exactement d'adapter un message existant au monde que l'on connaît aujourd'hui, de faire parler le monde PayPal et le monde ISO 20022, donc le monde UBL, Oasis et le monde ISO 20022. Bon, ça on va y arriver, hein, c'est pas problématique, mais ça prend un peu de temps et c'est le travail que l'on fait aujourd'hui. Et ça a un lien aussi forcément avec les avis, les notifications, le reporting qu'il faut faire de façon unitaire pour le suivi aussi de ce qui a été déclaré comme facture, déclaration à faire à l'administration fiscale sur le statut des règlements aussi, ça se connecte. Oui, alors vous voulez sans doute parler du e-reporting de paiement dont on avait parlé tout à l'heure. Oui, effectivement. Donc le e-reporting de paiement, on pourrait le déclencher de plein de manières différentes, mais dans ce cas qui nous intéresse, on pourrait effectivement envoyer un statut qui n'est pas obligatoire aujourd'hui et qui est un statut intermédiaire, qui est le statut paiement transmis. Ouais. Et donc on pourrait utiliser le remittance advice pour dire c'est un statut, c'est une forme de statut paiement transmis. Okay. Alors le dernier point que je voulais aborder dans à propos des paiements avant de passer à la problématique qui est la tienne, qui est celle de la carte, le dernier point que je voulais aborder, c'était la question des délais de paiement. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'y reviendrai. Le 28 octobre dernier, un sénateur de Haute-Saône, je crois, enfin en tout cas dans l'est-centre de la France, M. Olivier Rittmann, a déposé une proposition de loi au Sénat pour améliorer les délais de paiement. Et donc, c'est une proposition de loi plutôt gendarmesque, qui consiste à faire en sorte que l'on puisse sanctionner plus facilement les retards de paiement. Et dans l'explication des motifs, on trouve bien évidemment facture électronique. À mon avis, ça mérite un amendement, c'est l'amendement que je propose ici. Et donc, voilà, je prends ça sur le ton de la blague, parce que les amendements, vous savez qu'en ce moment, c'est quand même le sport de nos députés, mais voilà. Donc, quel est l'amendement que je propose? L'amendement que je propose est simple, et de dire, puisque on va avoir ce fameux statut paiement transmis, je propose que le statut devienne obligatoire, y compris dans les livraisons de biens. Aujourd'hui, il n'est obligatoire que dans les livraisons de services, mais y compris dans les livraisons de biens, de manière à ce que la DGFiP sache systématiquement, connaisse systématiquement et la date de la facture, et la date du paiement, et la date de réception du paiement. On va vers le paiement instantané, donc la date de réception du paiement sera la date de paiement. Donc voilà, que la DGFiP connaisse les deux, et puisse, un peu comme sur les autoroutes, on a des radars automatiques qui flashent dès qu'on dépasse la vitesse, et bien qu'on puisse assez facilement flasher dès que le délai de paiement est refusé. Mais alors, le sénateur Rittmann, qui est un fin connaisseur de la sphère publique, sait que parmi les mauvais payeurs, on a deux familles de mauvais payeurs. On a les grandes entreprises et on a la sphère publique, et dans la sphère publique, plus particulièrement, on a la santé et puis quelques grosses organisations. Et ce qui est en commun dans ces deux familles, c'est qu'on a un traitement de la facture qui est très long, qui est très bureaucratisé, très administratif, et qui est réalisé par des gens qui sont assez loin de la vraie vie du fournisseur. Donc,
pour eux que le fournisseur soit payé en retard, etc., ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que toutes les pièces nécessaires à la facture soient bien là et que toutes les cases aient bien été cochées et que voilà, et qu'on ne puisse jamais les traduire en justice pour avoir évité de cocher la case. Donc, et ça pose un petit problème. Donc, pour les grandes entreprises, on a des solutions de reverse factoring pour aider les fournisseurs. Et donc, le sénateur Hickman propose que l'on crée un fonds d'affacturage qui permette à la fonction publique, à la sphère publique, de payer en temps et en heure, même si elle n'est pas capable de traiter en temps et en heure. Donc, voilà, disons, pour faire court, sa proposition de loi est sur ces deux pieds. Il faut sanctionner plus, et donc des propositions autour de l'aggravation des sanctions. Et puis, il faut permettre à la sphère publique de payer, bien qu'elle soit désorganisée, pour le faire. On revient à la simplification. Je préférerais qu'elle simplifie ses process et que les grandes entreprises simplifient leurs process, mais voilà, c'est intéressant de voir comment on peut travailler. Et globalement, on voit bien que dans la facture électronique, il y a un flux d'informations clés, très important. Et ça, est-ce que ça peut transformer justement la façon dont les entreprises, globalement, financent leur poste facture, facturage, etc. Est-ce que ça peut changer un peu la façon de fonctionner? Alors, améliorer ça peut améliorer. Changer, je ne pense pas. Mais améliorer, oui. Aujourd'hui, toutes les problématiques d'affacturage pour des factures dont les délais de paiement sont de 60 jours font qu'on finance finalement assez peu, on a assez peu recours à la facturage de manière globale, assez peu recours, parce que le temps de traiter la facture fait qu'il reste finalement peu de temps à financer, et donc ça a moyennement d'intéressement. C'est un intérêt moyen. Donc on pourrait évidemment améliorer le temps à financer grâce à un traitement beaucoup plus rapide. Et puis on l'a dit, les sociétés qui font de la facturage sont très intéressées à avoir de la donnée beaucoup plus fiable, de manière à pouvoir prendre moins de risques quand elles financent. Donc oui, on va probablement améliorer l'utilisation de la facturage et le rendre beaucoup plus souple et beaucoup plus facile, et le rendre beaucoup plus facile d'accès, avec aussi parfois des besoins qui ne sont pas liés à la désorganisation de celui qui a du mal à payer, mais tout simplement que on est très content de pouvoir être payé à l'avance, même si on n'a pas encore atteint le délai de paiement. Et, voilà. Et donc ça, si c'est simplifié, il est probable qu'on y ait plus recours. Ok. Voilà, Thierry, j'en ai fini. Et je propose maintenant qu'on explore un sujet que nous aimons beaucoup tous les deux, qui est celui de la note de restaurant. Donc, vous allez au restaurant, vous invitez 2 personnes, vous avez plus de 150 €. Il faudra faire une facture électronique, et vous devrez avoir une facture électronique puisque vous souhaitez payer avec votre carte d'entreprise, et le restaurateur devra vous faire une facture électronique. Alors, comment allons-nous réussir à faire ça? Ou plus exactement, quelle idée de génie avez-vous à nous proposer? Déjà, on va essayer de poser le problème. On a beaucoup parlé forcément de la facture en règle après l'avoir reçue, mais on a quand même un certain nombre de situations professionnelles dans le monde B2B où on règle tout de suite, mais il va bien falloir avoir une facture. Donc là, on ne parle pas du cas du cas des notes de frais, parce que le cas des notes de frais ne nous intéresse pas aujourd'hui, il ne nous intéresse pas ici. On parle j'utilise une carte professionnelle, donc une carte pour un usage B2B, donc une carte professionnelle, c'est une carte qui pointe sur le compte, sur le compte de l'entreprise. On parlait du repas d'affaires, effectivement, il y a une exemption en dessous de 150 €, mais on est quand même assez vite à 150 €. L'autre exemple, c'est quelqu'un qui va optimiser sa gestion de chantier et qui dit à ses employés, au dernier moment, on va chercher
chez le brico-marchand du coin ce qui te manque, et puis tu payes avec ta carte professionnelle. Mais je veux recevoir la facture sur la plateforme comme les autres parce que faut que je comptabilise ça très vite. Ou la dernière explication, j'achète une étude de marché sur Internet, j'attends pas d'avoir la facture pour la régler et la recevoir en papier, je la veux tout de suite en PDF, donc je règle avec ma carte B2B, mais il faudra que j'ai la facture, il faut que j'ai la facture papier. Et dans tous les cas, eh bien, le vendeur s'impose à lui le fait d'émettre une facture électronique. Et il faut que cette facture électronique, elle suive dès le début le bon circuit d'information, ce qu'on évoquait au début en disant une facture, enfin, un traitement B2B et un traitement B2C, c'est pas le même. Donc, il va falloir l'identifier le mieux possible dès le début. Alors, c'est quoi la taille du problème et pourquoi on se pose cette question avec Hervé depuis quelque temps, et on sera intéressé d'avoir vos réactions aussi dans le chat. Donc, on a la taille du marché, entre guillemets, un peu moins de 7 millions, 5 millions de micro-entreprises, 170 000 PME. On estime, et là c'est des extrapolations pleines et il faut qu'on les confronte un peu au marché, mais on estime que 10% des paiements cartes pourraient être des paiements faits dans un contexte B2B. On a a priori des informations sur le fait que ces paiements B2B par carte B2B est un segment qui augmente plus vite que le reste des paiements par carte. Et donc, si on considère, d'après ce que disait le SNB, qu'il y avait, à fin 2024, il y a eu un peu moins d'1 milliard de paiements par carte, 10% du marché, ça fait 100 milliards de paiements cartes dans un contexte B2B. Si on dit, allez, on fait une moyenne pondérée, on est à 10% de TVA sur ces paiements, ça nous fait une question à 10 milliards de TVA qui risque de ne pas être récupéré si c'est mal classé, si c'est mal traité ou mal classé par les entreprises. Donc il y a un sujet. On sent clairement qu'avec le développement, quand on regarde des Ponto, des Pennyline, etc., l'utilisation de cartes dans un contexte B2B, c'est quelque chose qui monte. Donc on pense qu'il y a une bonne dynamique de marché. Alors, on voit bien que la problématique, telle qu'on la comprend là, va être comment émettre une facture après le paiement et comment lier ce paiement déjà effectué avec une facture à venir. Alors, bon, on imagine bien qu'il y a des solutions de type manuel qui vont exister. Donc, la problématique, c'est quoi? C'est qu'il faut que le vendeur, il arrive à identifier le plus vite possible que c'est un achat B2B, hein, un achat B2B parce qu'il va falloir qu'il le fasse entrer dans les bons canaux de déclaration de TVA chez lui. Et s'il la fait rentrer dans un canal B2C, qui s'aperçoit a posteriori que c'est du B2B, ça va entraîner des traitements qui sont un peu compliqués. Et pour arriver à faire ça, donc il faut qu'il identifie que c'est un traitement B2B. Et deuxièmement, il va falloir qu'il collecte les informations. C'est quoi le sirène de l'acheteur et c'est quoi la plateforme agréée à laquelle il faut envoyer les éléments. Alors on a vu, en discutant un peu, on a vu des gens qui nous disent c'est pas compliqué, sur le ticket de caisse, on va mettre un QR code et puis si c'est un usage B2B, l'acheteur il va flasher le QR code, ça va l'envoyer sur une interface du système d'encaissement du vendeur et puis il aura qu'à saisir les informations. C'est sûr, ça peut fonctionner, mais bon, quelle est la probabilité que ça soit traité Oui, alors moi je crois qu'on rencontrera un problème, enfin deux problèmes d'abord. C'est qu'effectivement, on commence par faire une facture B2C, puisque le ticket va être la facture de B2C qu'il va falloir retraiter, donc ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'il faut que tous les employés d'Auckland connaissent l'adresse de la plateforme agréée qui doit recevoir la facture. Alors le sirène, on peut aller admettre qu'ils vont le connaître, et encore. Alors l'adresse de la PA. Et là, une autre idée a germé en disant, c'est pas compliqué, on fait les achats toujours un peu au même endroit, on équipe les salariés d'une carte de fidélité de l'enseigne dans laquelle ils vont, l'enseigne associée à la carte de fidélité
le sirène et l'adresse de l'APA et le tour est joué. Bon, ça peut être une solution, mais enfin, on change quand même les habitudes au point de vente. Oui, et puis ça veut dire que vous allez déjeuner toujours au même endroit. La carte ne change qu'une fois par mois, c'est lassant. Ouais. Donc, l'idée, c'est quand même d'arriver à trouver une solution qui soit automatisée et changer les gestes, que ce soit de l'acheteur et du vendeur, qu'on puisse automatiquement associer le fait que, eh bien, à partir du moment où on a identifié que c'est une carte B2B, donc une carte B2B, on peut l'identifier à partir du numéro de la carte, à partir du PAN, qu'on arrive à associer le sirène et qu'on arrive à associer, une fois qu'on a le sirène, qu'on arrive à associer la plateforme. Donc là, on se dit, bon, bah, l'émetteur, a priori, l'émetteur de la carte, il a cette information. Parce que l'émetteur de la carte, il sait, pour un numéro de carte, quelle est l'entreprise qui est derrière. Donc, il connaît le sirène. Et s'il connaît le sirène, il peut facilement demander à l'entreprise quelle est sa plateforme agréée. Malheureusement, l'émetteur, il n'est pas vraiment partie prenante à l'opération quand on est chez le vendeur. Donc, ça pose un problème. Alors, on s'est dit, bah, il y a peut-être des solutions du genre, il y a moyen d'imaginer des annuaires, donc un espèce de lookup qui va être capable de faire le lien entre le PAN et le sirène. Donc, on pourrait imaginer que le prestataire de service de paiement, donc celui qui gère les terminaux ou le site internet, puisse interroger un annuaire. Alors, faut-il encore que cet annuaire existe, cet annuaire qui sera capable de dire quel est, pour un numéro de carte donné, le sirène de l'entreprise, éventuellement aller interroger un deuxième annuaire qui, lui, connaît entre un sirène et les plateformes agréées. Bon, et c'est là qu'on se dit que, typiquement, les systèmes cartes sont peut-être des acteurs qui sont bien positionnés pour faire ça. Les systèmes cartes, ils sont positionnés aujourd'hui pour faire de la conversion de données. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on paye en paiement mobile, en fait, l'information qu'il y a dans le téléphone mobile, c'est pas vraiment le numéro de la carte, c'est un token. Et il faut qu'on passe par les SIM pour retrouver le numéro de la carte. Et peut-être qu'à ce moment-là, il pourrait aussi enrichir l'information et en retour donner non seulement le numéro de la carte, mais aussi le CRN et pourquoi pas l'APA. Donc ça peut être une solution, ce qui supposerait d'aller aussi vers ce qui existe sur certains systèmes comme on a dans le travel, où on a de l'enrichissement de données avec ce qu'on appelle les données level 3, level 4. Bon, ça peut être quelque chose à regarder. C'est pas fait, mais on se dit, il y a sans doute quelque chose à faire. On a une conviction qu'il y a une nécessité, une opportunité en tout cas, de faire travailler les différents acteurs du système, les émetteurs, les acquéreurs, les STIM, les systèmes, les logiciels de caisse, pour identifier des pilotes peut-être à construire autour de ça. Donc finalement, les sujets sur lesquels nous travaillons entre Utsit et Auckland, sur ce lien facture et paiement, sont trois. Cette question, donc le paiement par carte, peut-on faire en sorte que la facture soit reçue sans rien faire par l'entreprise qui a donné la carte à son salarié? La réconciliation facture et paiement dans le cadre donc des grandes entreprises qui sont les clients du site en règle générale autour du remittance advice. Et puis, parce qu'on aime bien ça, l'amendement à la proposition de loi du sénateur Rickman pour les amendes automatiques et la facturage facilité. Voilà, pour faire en sorte que les petites entreprises qui souffrent le plus, on a quand même, il ne faut pas oublier qu'on estime que 25% des défaillances d'entreprises sont dues à des problématiques de délai de paiement. Et la croissance des défaillances d'entreprises est malheureusement assez forte. Et donc, voilà, donc on a un vrai enjeu, disons,
de bien commun autour de cette question d'améliorer les délais de paiement, avec à la fois la carotte et puis le bâton. Merci Hervé. Chloé, est-ce que le chat est rempli? Est-ce que tu as des questions à nous poser ou à nous Et transmettre? non, tout le monde a été très sage. Ah bah voilà, eh ben, Eric vient d'en poser une. Bonjour, quel cas d'usage pour de l'essence sur une pompe automatique? Alors, le cas d'usage de l'essence sur une pompe automatique donc, existe déjà, et on voit bien qu'on a deux types aujourd'hui de systèmes, hein. On a soit les cartes type DKV, Total, GR, etc., donc, qui permettent de régler le problème. Et là, on est un peu dans le cadre de la préinscription, etc. Oui. Voilà. On est sur des systèmes dédiés qui peuvent effectivement fournir cette information. Et puis, on pourrait tout à fait bah, connecter notre idée à la pompe automatique. Et donc, quand vous mettez votre carte corporate, attention, hein, on parle bien des cartes corporate, on n'est pas dans la note de frais. Hein. On est dans l'usage de la carte que l'entreprise vous a donnée. Et donc, utiliser le système que l'on vient de décrire. Alors ensuite, pour continuer sur le sujet, on a une question de Pierre. Achat carte B2B, y a-t-il un impact quand le débit est compte salarié et non compte entreprise? En l'occurrence, oui. Et donc, nous nous intéressons dans un premier temps, à la question du débit sur un compte entreprise, c'est-à-dire où on ne parle pas de note de frais, mais de facture d'achat. Alors, après, selon le type de carte, et là, je pense que Pierre, tu connais mieux les cartes corporate que moi. Donc, selon les types de cartes, on peut se retrouver dans des modes mixtes où on a beau débiter le compte du salarié, c'est quand même une facture d'entreprise, etc. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait s'appliquer. Mais on voit bien que l'idée importante, c'est est-ce que c'est une note de frais que l'on doit rembourser ou est-ce que c'est un achat? Et c'est vraiment ça, aujourd'hui, l'étape numéro 1 de notre idée. Attention, ce n'est qu'une idée. On ne vous parle pas d'un truc qui existe. Hein. On vous dit simplement, voilà comment on pense qu'on pourrait améliorer les choses. Sur la partie un peu plus technique, j'ai une question de Frédéric qui demande la granularité des données disponibles dans les fichiers de facture XML. Alors Frédéric, tu pourras regarder avec grande joie, donc je t'invite à aller regarder la norme EN 16931 pour voir la granularité des données que tu peux avoir. Je ne vais pas ici détailler les 577 champs, mais on trouve toutes les informations que l'on doit mettre dans une facture. Aujourd'hui, on sait la mettre dans une facture structurée. Donc voilà, on a autant les paiements, c'est assez simple entre guillemets en matière de données. Donc on parle pour un virement, on va avoir une vingtaine de données importantes à peu près, ou 25. Pour un paiement par carte, on va passer plutôt à 70. Mais pour une facture, pour les jusqu'à donc presque 600 données qui ne seront pas évidemment forcément utilisées, mais voilà. Frédéric a complété avec un cas d'usage. Donc, il nous dit, je pense notamment aux factures de frais bancaires. Récupérer les données détaillées, structurées, faciliterait le contrôle par la trésorerie. Alors, je vais faire le lien entre Pierre et Frédéric. Avec BNP Paribas, nous avons commencé à regarder, on en a parlé lors d'un webinaire à FTE, nous avons commencé à regarder ce que voudrait dire l'utilisation de la facture électronique pour le traitement des frais bancaires. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on s'achemine plutôt vers deux données tout à fait cohérentes, mais quand même séparées. Le CAM 86 qui reste le bon moyen d'analyser les frais bancaires et la facture qui est plutôt à visée de traitement comptable. Et là, pour le coup, en voulant faire rentrer trop de granularité, on pourrait dangereusement complexifier la facture et donc diminuer la simplification, si je veux dire. Voilà, donc oui,
c'est ce qu'on regarde hein, donc, avec les gens de BNP. Là. Donc, oui, il y a cette interaction, cette cohérence nécessaire entre les deux types de facturation. Sachant que dans le cas de la banque, on a un autre sujet qui est intéressant, c'est que la DGFiP, quand elle parle facture, elle parle TVA. Et nous, quand nous parlons facture, nous parlons de tout ce qui est facturé, que ce soit soumis à la TVA ou pas. Et donc, on voit bien qu'on a des questions toutes bêtes qui se posent. Est-ce qu'il faut faire deux factures, une avec de la TVA, l'autre pas avec de la TVA, etc. Donc, c'est tout ça qu'on regarde pour évidemment ne pas faire deux factures, mais bien une seule. J'ai une dernière question de Arnaud qui demande, quand on parle de scheme Visa, carte bancaire ou Mastercard, pouvons-nous véhiculer des informations via la trame monétique comme pour Swift, entre parenthèses, routage? Alors, des informations, alors, les schemes, effectivement, il y a des données de base, et puis dans certains cas, il y a des données enrichies. Je parlais de l'exemple du secteur de ce qu'on appelle Travel and Entertainment, où il peut y avoir de l'enrichissement de données pour indiquer, typiquement, quand on fait une demande d'autorisation sur un billet d'avion, on sait dire à quelle date, départ, destination, etc., qui sont des données qui viennent compléter, enrichir l'analyse de risque pour délivrer l'autorisation. C'est possible, ça existe. Après, la difficulté est toujours la même, hein, c'est que comme on est sur un système 4 coins, comme l'a rappelé Hervé, bah, il faut que tous les coins évoluent pour que tout le monde soit capable d'interpréter les données. Donc si on part dans cette direction-là, qui est un enrichissement de données, avant que ça soit déjà que ça soit défini, il faut que ça soit standardisé. Bon, ce sera très compliqué, mais après, il faut que ça soit mis en œuvre par tout le monde. Donc c'est possible, mais ça prend du temps. Eh bien, super. Eh ben, écoutez, messieurs, merci en tout cas. Je crois que Thierry, tu avais peut-être une dernière slide sur l'académie Voilà. à présenter Donc, rapidement. voilà. Donc merci à tous pour votre attention. Le sujet est riche, les sujets sont riches, et une façon d'aller explorer cette complexité, c'est en tout cas sur la dimension paiement, on n'a pas encore de module sur la facture électronique, mais dans le domaine des paiements, on a notre académie en ligne qui est aujourd'hui bien développée sur la dimension paiement par carte, sur les différents types de paiements SEPA, virements, prélèvements, et aussi aujourd'hui EPI et Wero, des sujets de sécurité, des sujets autour des impayés commerciaux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur le sujet. Et comme je le disais, pour terminer, donc l'enregistrement et le support seront mis à votre disposition. Voilà. S'il y a une dernière question, on la prend, Chloé. Et sinon, on vous remercie pour votre attention. Eh ben, je crois que ça va être le mot de la fin, messieurs. Merci. Merci.